Alors, pourquoi est-il si important de clarifier son projet de création? Déjà, c'est que l'objectif, c'est de vous permettre de prendre en compte toutes les étapes de votre projet et de ne rien oublier. Quelquefois, effectivement, quand on lance son activité, on focalise sur une partie de son projet de création, mais pas sur une autre. Voilà. Le deuxième point qui me paraît important, c'est de pouvoir valider son projet de création et comprendre dans quelle mesure ce projet est viable et réalisable. Et pourquoi? Parce que, au final, vous rédigez un business plan pour savoir dans quelle mesure vous pouvez vivre de votre activité. Le troisième point, c'est être en mesure de prendre un risque maîtrisé. Effectivement, plus vous glanez d'informations à propos de votre projet de création, plus vous avez le sentiment de le maîtriser et à ce moment-là, vous allez diminuer les risques de vous lancer puisque vous aurez la sensation que vous savez quelle est la direction que vous prenez et vous allez également vous sentir beaucoup plus en confiance par rapport à ce projet de création. Le quatrième point, c'est présenter un business plan complet à destination de partenaires financiers, parce que le plus souvent, on établit un business plan pour soi-même afin de pouvoir clarifier son projet, le rédiger et glaner toutes les informations qui sont nécessaires, mais c'est aussi un document de présentation par rapport à tout type de partenaire. Si vous recherchez un local, par exemple, si vous en avez besoin par rapport à un fournisseur, et puis surtout par rapport à une banque qui va vous demander non seulement un rédactionnel de business plan, mais également des plans financiers à 3 ans pour démontrer comme quoi votre activité est viable et rentable. Alors, faire un business plan sert donc à clarifier sa vision et ses objectifs à court et long terme. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi une photo à l'instant T de tous les moyens que vous allez mettre à la disposition de votre projet, c'est-à-dire vous allez parler des investissements de départ, des investissements matériels et humains que vous allez devoir activer pour votre projet de création. Troisième point, c'est démontrer une opportunité de marché grâce à votre projet, puisque en tant que nouvel acteur sur votre marché, vous allez devoir expliquer dans quelle mesure vous allez vous différencier de vos concurrents. Et enfin, comme on l'a indiqué précédemment, c'est aussi un outil de communication pour convaincre vos partenaires que votre projet tient la route, qu'il est viable, qu'il est réalisable. Et donc, il s'agit d'un outil pour encourager vos partenaires à vous suivre. Alors, en quoi consiste la rédaction de son projet de création? On va dire que par rapport à un projet de création d'entreprise, il y a 3 parties qu'il faut considérer. Une première partie qui est rédactionnelle. On appelle ça la trame du business plan, où vous allez avoir toutes les différentes rubriques de votre business plan pour présenter votre projet. La deuxième grande partie, c'est la partie financière, où vous allez présenter les plans prévisionnels financiers à 3 ans, c'est-à-dire un compte de résultat, un plan de financement initial, un tableau de trésorerie, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, je pourrai vous présenter ça un petit peu plus tard lors du webinaire. Et un troisième point, ce sont des annexes pour renforcer son projet de création. Alors, qu'est-ce qu'on peut insérer comme annexe? Tout simplement, par exemple, des devis
pour les investissements de départ, des promesses de collaboration ou de partenariat. Ce peut être également des photos de votre emplacement ou du local souhaité, etc. C'est-à-dire que ce seront tous les éléments qui vont vous permettre de renforcer votre projet de création et vous allez les insérer en annexe. Alors, quel est le contenu d'un business plan rédigé? Alors là, vous voyez qu'il y a 8 étapes à l'intérieur d'un business plan que je vais vous présenter. On va appeler cela les 8 piliers d'un business plan rédigé. Et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir dérouler votre business plan et ne rien oublier. Alors, le premier point, c'est vraiment qui je suis. C'est-à-dire qu'on commence toujours un business plan par la présentation du porteur de projet, son expérience professionnelle, son parcours. Donc après, je vais préciser chaque rubrique. Donc, premier point, qui je suis. Deuxième point, c'est important, c'est de quelle façon vous allez vous organiser en interne. Alors souvent, on l'oublie, mais c'est très important. C'est est-ce que vous serez seul? Est-ce que vous allez embaucher? À combien de temps? Est-ce qu'il y a un process de travail, de fabrication? Voilà, ça dépend vraiment des secteurs d'activité, mais dans tous les cas, c'est important de se poser cette question d'organisation. Le troisième point, c'est sous quelle forme je vais créer. Là, on parle un petit peu de la forme juridique, du régime social, fiscal, etc. Effectivement, l'idée, c'est de comprendre quelle est la meilleure structure pour héberger mon activité. Enfin, quel est mon projet? C'est aussi là la description de votre projet. Et là, à l'intérieur de ce projet, la description de votre concept, de votre opportunité. Voilà, quelle est la genèse de votre projet? Cinquième point, quelles sont les tendances et les usages de votre marché? Donc, l'idée, c'est véritablement de montrer que vous avez bien analysé votre marché, que vous avez bien compris ses usages. Sixième point, c'est du coup, quelle est votre offre? Quelles sont les prestations ou les produits que vous allez proposer? À quel tarif? Quelles sont leurs caractéristiques? Quels sont leurs avantages? Également, quels sont vos clients? Voilà, quel profil ils ont et quelles problématiques ils rencontrent que vous allez résoudre. Septième point, de quelle façon vous allez vous différencier? Du coup, quelle stratégie commerciale vous allez mettre en œuvre pour vous faire connaître et pour développer votre offre? Et enfin, quel plan financier, c'est-à-dire quels sont les tableaux prévisionnels financiers que vous allez montrer à une banque pour la convaincre de vous suivre pour obtenir, par exemple, un emprunt bancaire. Alors, le premier point est très important et moi, je vous conseille vivement, avant de lancer votre projet de création d'entreprise, de faire un bilan personnel et professionnel. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se dire que si vous avez toujours été salarié et si vous passez un statut d'entrepreneur, à ce moment-là, vous allez changer de posture. Voilà. Et vous devez comprendre exactement pour quelles raisons vous souhaitez changer de posture, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos aspirations. Ça, c'est vraiment important d'être au clair par rapport à ça, mais aussi d'avoir résolu certaines contraintes. C'est-à-dire que si vous partez, par exemple, avec un endettement ou si vous ne pouvez pas consacrer de temps à votre projet de création, voilà. L'idée, c'est véritablement de partir l'esprit léger, de partir serein pour débuter son projet de création d'entreprise. Donc,
Véritablement, c'est important de faire un point, voilà, de se poser ce genre de questions. C'est pourquoi c'est si important pour moi de lancer ce projet de création et pourquoi je ne ferai pas autre chose. Alors, d'autres questions que vous pourriez vous poser dans cette première rubrique, c'est quelles sont vos compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences que vous avez développées jusqu'à présent et qui pourraient être, pourquoi pas, transposables dans le cadre de votre nouveau projet de création d'entreprise. C'est important aussi de développer votre parcours professionnel, pour que l'on comprenne un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais aussi d'imaginer un petit peu les capacités, les aptitudes que vous allez mettre en œuvre dans cette nouvelle posture d'entrepreneur. C'est-à-dire, du coup, quels sont les talents que vous avez et qui vont vous servir par rapport à ce projet. Par exemple, le sens de l'écoute, le dynamisme, l'organisation, etc. Voilà. Et enfin, est-ce que vous avez bien pris en compte toutes les contraintes de ces nouvelles postures? C'est important, comme je l'ai dit et que je le répète, vous passez d'un statut de salarié, certainement, à un statut d'entrepreneur et beaucoup de choses vont changer. Il n'y a plus personne qui vous donne des directives. Vous allez gérer vous-même votre propre emploi du temps. Donc, c'est particulièrement important de comprendre quels sont les enjeux de ce changement de posture. Et enfin, aussi, dans cette première rubrique de qui je suis, c'est aussi important d'identifier des compétences techniques ou des compétences entrepreneuriales qui pourraient vous manquer. Voilà, et du coup, vous pourriez en faire la liste et vous dire de quelle façon je vais pouvoir obtenir ces compétences, et certainement en se formant. Et on voit qu'il y a deux types de compétences. Il y a du coup les compétences techniques qui sont rattachées à votre cœur de métier, d'activité, mais il y a aussi des compétences entrepreneuriales en effectuant par exemple un accompagnement à la création d'entreprise ou alors un accompagnement sur la gestion financière de son activité, etc. Alors, on passe à la deuxième rubrique qui s'intitule « Comment je vais m'organiser ?» Effectivement, donc c'est important de vous poser cette question. Je vais m'organiser avec qui? Est-ce que vous allez travailler seul? Est-ce que vous allez embaucher? À quel moment vous comptez embaucher? Est-ce que vous allez avoir des collaborateurs? Est-ce que vous allez travailler plutôt en réseau avec d'autres indépendants, etc. Vous devez vraiment expliquer de quelle façon ça va se passer. Ou, c'est-à-dire à quel endroit, quel sera votre lieu de travail. Donc, si vous ouvrez une boutique, ce sera dans la boutique, le magasin. Si c'est chez vous, vous expliquez de quelle façon. Est-ce que vous aurez à vous déplacer souvent en extérieur, etc. Voilà. Donc, expliquez bien de quelle façon va prendre forme votre quotidien d'entrepreneur. Et comment? Comment vous allez travailler, et quel type de process de travail vous allez mettre en place. Alors, si vous avez un atelier et que vous fabriquez, par exemple, vous faites de l'art créatif et vous fabriquez des objets, expliquez comment ça se passe, combien de temps vous allez dédier à cette activité, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième rubrique qui est importante dans le cadre d'un business plan.
Alors, la troisième rubrique, c'est sous quelle forme je vais écrire. Alors, c'est vrai que c'est la première question que se pose un entrepreneur, c'est-à-dire pour quel type de statut juridique je dois opter. Alors, effectivement, c'est une question qui est importante, qui a un enjeu, mais ce n'est pas la première question que l'on doit se poser. Pourquoi? C'est parce que la question de la forme juridique devrait arriver après avoir travaillé toutes les autres parties de son projet de création. Hein, c'est seulement une fois que vous savez de quelle façon vous souhaitez vous organiser, quels sont vos objectifs, quel est le type de client que vous allez approcher, que vous allez mieux comprendre au final quel est le statut juridique qui sera le mieux adapté. Voilà. Hein, donc, ayez un petit peu de patience et dites-vous que cette partie-là, vraiment, vous la résolvez en dernier lieu. Et également, hein, par rapport à cette question de statut juridique, vous pourriez vous poser les 4 questions suivantes afin de savoir si vous allez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que société. C'est premièrement l'embauche. Est-ce que vous allez embaucher des salariés ou non? Donc ça, c'est important comme question. La deuxième question, c'est est-ce que vous allez obtenir des revenus de suite ou non? Troisième question, est-ce que vous allez avoir des investissements de départ importants? Quatrième question, ai-je besoin de conserver mon statut de salarié? Hein, effectivement, parce que si vous, par exemple, vous créez une SASU, eh bien, vous allez avoir un statut, un régime social d'assimilé salarié, de président de SASU. À ce moment-là, eh bien, vous aurez une fiche de paie. Du coup, c'est à vous de comprendre quels sont les différents enjeux de ces statuts juridiques afin de pouvoir trancher. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà 4 petites questions auxquelles vous devez répondre. Alors, autre rubrique de votre business plan, quel est mon projet? Alors là, c'est le moment de décrire en quoi consiste votre projet de création. Dites-vous qu'il faut vraiment exprimer votre projet de telle façon que n'importe qui puisse comprendre ce que vous souhaitez faire. Hein, même un néophyte dans votre secteur, etc. Ça, c'est vraiment important. Il faut être simple, clair et précis à ce niveau-là. Donc, décrivez votre projet. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'expliquer un petit peu quelle est la genèse de ce projet, c'est-à-dire d'où vous est venue cette idée de création. Ça permet de comprendre quelle a été votre motivation pour lancer cette activité. Et aussi, ce qui est important, c'est de décrire son concept. Son concept, c'est qu'est-ce que vous allez proposer de différent par rapport à vos concurrents. Donc, cette partie est particulièrement importante et souvent oubliée des créateurs qui passent directement à la description de leur offre. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment, pour moi, la partie la plus importante. Il faut décrire son opportunité et de quelle façon vous allez résoudre les problématiques de vos clients. Et enfin, une dernière partie de cette description du projet, c'est d'expliquer quels sont vos objectifs. Là aussi, on peut avoir plusieurs objectifs, des objectifs financiers, commerciaux, organisationnels, expliquer sur le court terme quels sont-ils et sur le long terme de quelle façon ils vont évoluer. Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous souhaitez obtenir de votre entreprise à plus long terme. Donc, vraiment, je vous conseille vivement de développer cette partie objectif. Alors,
une autre partie importante du business plan, c'est la partie étude de marché. Étude de marché, alors on s'en fait tout un monde, mais c'est tout simple. C'est d'expliquer déjà un petit peu sur un mode macroéconomique quelles sont les tendances et les usages du marché. Alors ça veut dire quoi macroéconomique? C'est-à-dire que on va prendre en compte un petit peu les tendances globales de son marché, de son secteur d'activité et tenter de les d'écrire en chiffres. Et à partir de là, eh bien, il suffit de collecter des articles intéressants afin d'enrichir votre business plan. L'idée, ce n'est pas d'inventer, d'inventer quoi que ce soit en termes d'information, mais plutôt d'investiguer et de bien investiguer pour mieux faire comprendre votre projet de création. Donc ça, c'est une partie importante. Souvent, les créateurs restent un petit peu à la surface de cette partie étude de marché. Et c'est bien dommage, il faut vraiment approfondir, il faut vraiment aller plus loin. Alors, effectivement, quand on comprend le mode un petit peu macroéconomique de son marché, après on passe justement à un autre mode qui est le mode microéconomique, c'est-à-dire quels sont les acteurs de mon marché. Donc, ils sont au nombre de 4, effectivement. On a déjà les fournisseurs, si vous vendez des produits, donc il va falloir expliquer un petit peu quels seront vos fournisseurs, pour quelles raisons vous allez les choisir. C'est expliquer un petit peu si vous avez des partenaires et des prescripteurs, et dans quelle mesure ils vont vous aider à développer votre entreprise. C'est les concurrents. Effectivement, donc il y a 2 sortes de concurrents. Les concurrents directs, pourquoi on les appelle directs? Parce qu'ils ont une activité similaire à la vôtre. Et les concurrents indirects, c'est que leur cœur de métier, leur activité n'est pas la même que la vôtre. Par contre, leur offre, leurs produits ou leurs services peuvent amener à des résultats similaires à ce que vous proposez. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle des concurrents indirects. Et enfin, les clients. Effectivement, il va falloir définir le profil de ces clients ainsi que leurs problématiques. Alors, par rapport à cette partie, effectivement, il va falloir, comme on l'a indiqué, les concurrents, les analyser pourquoi analyser justement ces concurrents? C'est pas pour les imiter, c'est tout simplement pour mieux comprendre leurs usages, de pouvoir justement comprendre de quelle façon fonctionne votre marché. C'est peut-être aussi pour identifier des failles, des points d'insatisfaction par rapport à vos clients. C'est aussi pour comprendre ce que vous pouvez faire mieux qu'eux et sur quelle partie justement de votre offre vous pourriez vous positionner. Et enfin, avec une très bonne compréhension de votre marché, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour identifier les meilleures opportunités, vous positionner et savoir de quelle façon vous allez vous différencier. Donc, alors, je reviens juste sur la question des clients. Ça, c'est vraiment primordial, cette partie-là. Dans votre business plan, il va falloir définir le profil de ces clients et surtout, je vous conseille vivement de lister toutes ces problématiques afin de comprendre quelles sont les problématiques auxquelles vous souhaitez répondre avec votre offre. Ça, c'est vraiment important. Alors, on en est là, à cette partie, cette rubrique. Là, quelle est mon offre? Là, du coup, vous allez décrire vos offres
Vous allez décrire leurs avantages, leurs caractéristiques, à quoi ils servent, de quelle façon un produit peut être utilisé. Voilà, essayez d'aller le plus loin possible dans la description de ces offres. Et qui dit offre dit également tarification. Hein, et donc de commencer à réfléchir à cette question de tarif et de quelle façon vous allez le définir. Ici également, on en a déjà discuté, définir les besoins de vos clients. Et l'objectif de cette rubrique-là, c'est véritablement de trouver la bonne équation entre vos offres et vos clients. Hein. Ça veut dire finalement, quel type d'offre je vais mettre en place pour quel type de client. Comment je vais me différencier? Alors ça, c'est une partie aussi très importante. La question est de comprendre comment vous allez mettre en place votre démarche commerciale, c'est-à-dire quels sont les outils que vous allez utiliser pour pouvoir vous faire connaître, pour pouvoir approcher vos cibles de clientèle et pour pouvoir leur vendre tout simplement votre produit ou votre service. Voilà. Alors, on parle souvent de mix marketing, les 4 P, la communication, les tarifs, le descriptif produit, les modes de distribution, voilà. Donc, c'est là où c'est important d'identifier et de lister toutes vos actions commerciales. Et d'expliquer également, du coup, sur votre marché, de quelle façon vous allez vous différencier, comment vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents. Donc, par exemple, vos concurrents sont forts sur certains points, ont des avantages sur certains points. Quels sont vos propres avantages, tout simplement. Alors maintenant, on passe à une autre rubrique qui est celle des plans financiers. Et effectivement, c'est important, à côté de la phase rédactionnelle, de passer à cette phase financière qui va justifier tout ce que vous avez écrit auparavant et vous allez, votre rédactionnel, tout simplement, vous allez le transformer en chiffres. Et normalement, le montage financier de votre projet doit vous amener à obtenir 3 types de réponses. Alors, premièrement, vous allez expliquer de quelle façon vous allez obtenir votre chiffre d'affaires. Donc, du coup, là, vous devez expliquer quelles seront les modalités de calcul de votre chiffre d'affaires. Si, par exemple, vous avez une boutique, vous vendez des produits et vos clients ressortent avec de la boutique avec un panier moyen de 30 €, vous calculez combien de clients en moyenne vous pourriez avoir par jour, voilà, et sur combien de jours travaillés par mois. Et du coup, c'est comme ça que vous allez expliquer quelles sont les modalités de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'on établit un plan financier afin d'expliquer quel sera le budget de départ de votre projet. C'est-à-dire, du coup, si je dois chiffrer mon projet de création d'entreprise en indiquant quels seront les investissements de départ, du coup, c'est quoi le coût total de mon projet de création et qu'est-ce que je dois mettre en face. Moi, est-ce que j'ai un apport personnel? Est-ce que je vais faire appel à un emprunt bancaire, etc. Et là, on a typiquement un plan de financement initial qui va décrire d'un côté quels sont vos besoins et de l'autre quelles sont vos ressources. Également, le troisième point, un plan financier sert à démontrer dans quelle mesure votre projet est rentable. Et il est rentable dans plusieurs sens. Le premier, vous pouvez vous rémunérer. Le deuxième, vous arrivez à payer toutes vos charges fixes.
Et le troisième, il y a un bénéfice qui vous permet de pouvoir vous développer confortablement. Voilà. Alors, quels sont les plans prévisionnels financiers qui accompagnent le rédactionnel de business plan? Alors là, on a 10 tableaux financiers indispensables que je vais pouvoir vous présenter. Donc, c'est vraiment ces plans prévisionnels financiers qui vous seront demandés si vous allez voir une banque. L'idée, c'est que ces tableaux financiers correspondent aux standards attendus par rapport à votre partenaire. Voilà. Donc, du coup, je vous conseille vivement d'être accompagné par rapport à cette partie parce qu'il y a des subtilités que vous ne pouvez pas connaître dans l'établissement de ces plans financiers. Alors, le premier point, on va les appeler les tableaux de profitabilité. Donc, on voit qu'il y a 4 tableaux distinctifs qui vont servir à expliquer la profitabilité de votre activité, c'est-à-dire sa rentabilité. Donc, le premier tableau, normalement, qui est attendu, c'est un compte de résultat sur 3 ans. C'est quoi un compte de résultat? C'est tout simplement, d'un côté, les recettes et de l'autre, les charges fixes et variables de l'entreprise, d'où vont découler un bénéfice, voilà, un résultat. Donc, ça, c'est vraiment le premier tableau financier qui est indispensable par rapport à un partenaire financier comme une banque. Le deuxième tableau financier s'appelle le seuil de rentabilité. Alors, ça sert à quoi un seuil de rentabilité? C'est de pouvoir identifier quel est le chiffre d'affaires minimum à atteindre pour que votre activité soit rentable. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre, à bénéfice zéro, sans faire aucun bénéfice, quel est du coup le chiffre d'affaires minimum à atteindre afin que je puisse amortir mes charges fixes. Voilà. Et ça va vous permettre de comprendre la marge que vous avez entre ce chiffre d'affaires minimal et pourquoi pas un chiffre d'affaires prévisionnel que vous escomptez obtenir. Le troisième tableau de profitabilité s'appelle les soldes intermédiaires de gestion. Alors, c'est un tableau qui n'est pas trop compris de la part des créateurs. Effectivement, il est un peu plus spécifique. À quoi il sert? Il sert à comprendre de quelle façon est ventilé le résultat. C'est-à-dire, à partir de votre chiffre d'affaires d'origine, comment vous passez de ce chiffre d'affaires au résultat en déduisant à chaque fois, justement, en ventilant toutes les dépenses, c'est-à-dire en déduisant les charges variables, les charges fixes, les rémunérations, etc. Voilà. Et c'est de cette façon-là que l'on comprend mieux, par exemple, quel est votre excédent brut d'exploitation, quelle est la rentabilité de votre activité. Et enfin, d'autres tableaux, c'est tout simplement le calcul de votre chiffre d'affaires sur 3 ans, c'est-à-dire normalement, vous allez avoir un tableau sur l'année 1, sur l'année 3, où vous allez chiffrer et vous allez expliquer de quelle façon vous avez calculé votre chiffre d'affaires annuel. Alors maintenant, on passe au tableau d'investissement. Alors là, il y a également 4 tableaux importants. Alors le premier tableau, qui est le plus évident pour vous, on l'appelle le plan de financement initial. Alors c'est quoi? C'est comme ce que je vous ai dit auparavant. C'est tout simplement, d'un côté, vous avez tous vos investissements de départ
en termes de matériel, de dépôt de garantie locale, de besoins en fonds de roulement, hein, c'est-à-dire de trésorerie, etc. Donc ça, ce sont tous vos besoins. Et d'un autre côté, les ressources, c'est-à-dire de quelle façon vous allez amortir ces besoins-là. Donc, on appelle ça le plan de financement initial. Alors, c'est quoi la différence entre le plan de financement initial et le plan de financement à 3 ans? C'est tout simplement que le plan de financement à 3 ans va montrer de quelle façon vous amortissez, si jamais, par exemple, vous faites appel à un emprunt bancaire, ce tableau va démontrer de quelle façon vous êtes en capacité de rembourser votre emprunt bancaire. C'est la raison pour laquelle ce tableau de financement à 3 ans, un banquier est particulièrement attentif à ce type de tableau parce que ça va lui permettre de comprendre si vous êtes en capacité de rembourser un emprunt bancaire ou non. Du coup, puisqu'on parle d'emprunt, normalement, il y a un tableau de remboursement d'emprunt où, normalement, vous allez expliquer les mensualités, de quelle façon ont lieu ces mensualités, sur combien d'années vous allez rembourser cet emprunt, à quel taux, etc. Et enfin, vous avez un dernier tableau, ce sont les tableaux d'amortissement. Alors, c'est quoi un tableau d'amortissement? C'est un tableau où vous allez expliquer quels sont les investissements de départ que vous avez et de quelle façon ils vont être amortis. Alors, l'amortissement, c'est quoi? C'est le fait d'indiquer l'état d'usage d'un matériel. Par exemple, pour un ordinateur, son état d'usage, c'est 3 ans. C'est-à-dire que peut-être au bout de 3 ans, sa valeur est dépréciée et qu'il faudra en racheter un nouveau, tout simplement. Donc, vous allez expliquer comment fonctionne cet amortissement. Et cet amortissement, il sera reporté sur le tableau, comme on l'a vu, des comptes de résultats, et ça s'appellera les dotations en amortissement. Et enfin, donc, nous avons les tableaux de trésorerie. Et là, nous avons 2 tableaux qui sont indispensables. Le premier tableau, c'est le tableau de trésorerie à 1 an ou à 3 ans, où vous allez expliquer mois après mois comment fonctionne votre trésorerie avec l'équation recettes moins dépenses, quel est le solde. Et vous allez expliquer quel est votre solde d'exploitation et quel est votre solde général. Et l'objectif, c'est évidemment que votre solde général soit positif, tout simplement. Et le deuxième tableau, c'est besoin en fonds de roulement, c'est expliquer un petit peu le décalage de paiement client et fournisseur ou stock que vous pourriez avoir et pourquoi c'est important, puisque quelquefois, vous comprenez bien qu'il peut y avoir un décalage entre le moment où vous établissez une facture pour votre client et le moment où vous encaissez l'argent. Voilà. On appelle ça un décalage de paiement. Et donc, ça veut dire que entre ce moment de facturation et d'encaissement, vous devez avancer des charges fixes. Donc, ça veut dire que vous devez bloquer une trésorerie pour sécuriser votre activité. Voilà, donc vous voyez bien que là, on entre un petit peu dans des schémas, dans des éléments un peu plus techniques et qu'il est indispensable d'être accompagné par un professionnel parce que ces éléments-là, en tant que créateur, vous ne les maîtrisez pas particulièrement et donc n'établissez pas un plan financier tout seul, tout simplement.